Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, d'abord, c'est un ensemble de concepts, de technologies et de questions éthiques. L'intelligence artificielle a coutume de s'employer au singulier. Oui, mais comment définir ce champ numérique si singulier? Gros mot tech, c'est à suivre tout de suite. Il a une idée derrière la tech, c'est Damien Douani. Damien, aujourd'hui avec toi, on va apprendre l'anglais dans le métavers. Exactement, c'est génial, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. On a trouvé à quoi sert le métavers. Enfin, tout le monde a trouvé une idée, donc vous allez voir. Absolument, et puis on en débattra aussi parce qu'aujourd'hui c'est le retour du Club Actu, évidemment avec nos débatteurs du jour. En première partie, on va se demander si, maintenant que la Chine s'est éveillée, on va vers un Tiananmen 4.0, alors que le ras-le-bol de la politique zéro Covid se fait entendre justement dans les villes chinoises. Comment les plateformes réagissent-elles exactement au contenu censuré, stratégie de dissuasion digitale? La tech peut-elle braver Pékin? On en parle dans un instant. Et puis en deuxième partie, on va aborder l'énième musquerie du mois, Elon contre Tim Cook, puisque le nouveau CEO de Twitter déclare la guerre à Apple. Alors est-ce que c'est une véritable bataille pour la liberté d'expression ou une affaire de gros sous et de revenus publicitaires? Là aussi, je pense que nos invités et débatteurs du jour ont une petite idée derrière la tech eux aussi. Marion Moreau, tu es journaliste spécialisée du numérique. Bonjour à toi. Bonjour Marjorie. Et puis en duplex de Marseille, Grégoire Kopp, fondateur du cabinet GRK, en conseil aux dirigeants en influence et communication stratégique. Et visiblement, il fait très froid à Marseille en ce moment. Effectivement, c'est descendu dans le sud. Bonjour Marjorie. Bonjour, 19 degrés, toujours sobriété, je te reconnais bien là. Mais d'abord, focus. Et c'est l'acronyme de tous les challenges. IA pour intelligence artificielle, un défi scientifique, tech, philosophique, mais aussi éthique, et un gigantesque marché. Définition tout de suite avec Édouard Deniau. C'est le terme au cœur de tous les débats dans le monde de la tech. L'intelligence artificielle, c'est le processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but, permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Pour y parvenir, 3 composants sont nécessaires. Des systèmes informatiques, des données avec des systèmes de gestion et des algorithmes avancés d'intelligence artificielle. Pour se rapprocher le plus possible du comportement humain, l'IA a besoin d'une quantité de données et d'une capacité de traitement très élevée. Le terme IA a été inventé en 1955 par l'ingénieur John McCarthy, considéré comme son pionnier. De nos jours, l'intelligence artificielle est indispensable au vu du nombre de données qui sont générées à travers le monde. Il est humainement impossible de toutes les absorber et les interpréter pour prendre des décisions complexes. L'IA est la base de tout apprentissage par un ordinateur. On la retrouve dans de nombreux objets du quotidien, dans les ordinateurs, les téléphones et les tablettes ou encore dans les assistants vocaux. Mais l'IA pose aussi un grand nombre de questions éthiques et philosophiques. Jusqu'où l'intelligence artificielle pourra-t-elle aller? Quels pouvoirs vont avoir les machines? Autant de questions auxquelles il faudra apporter des réponses dans le futur. L'IA est un tel marché aujourd'hui qu'il s'élèvera à 90 milliards d'euros en 2025, selon les estimations. Intelligence artificielle encore et toujours, Marion Moreau, l'intelligence artificielle continue justement à alimenter les discussions, notamment d'actualité. Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vois le débat se découper en matière d'IA? En matière d'IA, si on l'applique à nous tous, c'est-à-dire dans nos vies quotidiennes, je pense qu'il y a quand même des avancées. Parce qu'il y a longtemps eu un débat entre les experts, les connaisseurs qu'on a la chance de rencontrer, qui développent des intelligences artificielles, et qui, je me rappelle de Luc Julia chez Samsung, qui disait, bon, c'est très préhistorique encore l'IA, il ne pense pas que ce soit disruptif encore. Mais ceci dit, on voit quand même des applications qui sont de plus en plus sophistiquées et qui vont vers des domaines qui, pour moi, sont les bons domaines, c'est-à-dire la santé, la reconnaissance d'images dans la radiographie médicale, qui est très très importante. On commence à détecter des maladies, notamment sur des cancers de plus en plus précoces. Donc on voit quand même qu'il y a des avancées, mais il faut attendre un petit peu que la science s'empare vraiment de ces sujets-là pour annoncer des choses, vraiment, voilà, un avant, un après. Les promesses de l'IA qu'on va continuer justement à égrener dans l'école du futur, vous le savez, avec Marion, avec Damien et avec Grégoire. La première partie de notre talk aujourd'hui du jour et de notre club
Club Actu, eh bien, on a décidé de la consacrer à la Chine. Quand la Chine s'éveillera, ça y est, elle s'est éveillée. On va faire du Alain Perfit 4.0 et surtout se demander si on va vers un Tiananmen en ligne. Tout de suite, c'est la première partie du Club Actu. Et pour débattre aujourd'hui à nos côtés, vous le savez, Grégoire Kopp pour le cabinet GRK, Marion Moreau, journaliste, expert du numérique, et Damien Douani, qui ne l'est pas moins, expert du numérique, dites donc. La Chine s'éveille, est-ce qu'on va vers un Tiananmen 4.0 ? Rappel des faits, comme toujours, le ras-le-bol de la politique zéro Covid se fait entendre dans les rues chinoises, de Shanghai à Beijing, en passant par Canton ou encore Wuhan. Comment est-ce que les plateformes sociales chinoises réagissent ? C'est la question qu'on va se poser. Marion, en effet, on voit aujourd'hui que cette révolte, elle peut peut-être commencer à percer et ce serait peut-être le premier réveil des entreprises tech et des plateformes sociales surtout chinoises. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui se passe en ce moment en Chine, et d'ailleurs l'actualité maintenant, il y a vraiment quelque chose qui se passe tous les jours cette nuit. Il y a eu des révoltes à Canton, donc la répression maintenant démarre. Ce qui est très intéressant dans ce printemps chinois, je ne sais pas si on peut l'appeler printemps chinois comme on l'a appelé en Tunisie. Rappelons-nous quand même que Twitter a été un formidable outil de réveil, de sursaut populaire, ce qui a marqué d'ailleurs l'histoire de Twitter. On en parlera plus tard. Là, c'est vrai que les plateformes chinoises équivalentes, on va dire Weibo, WeChat, etc., sont quand même des vecteurs de communication. Les Chinois qui sont basés là-bas, qu'ils soient journalistes ou tout simplement chinois, disent que les informations sont passées, malgré tout, malgré ces fouilles de téléphone auxquelles on a assisté. Rappelez-vous, il y a 48 heures, on voyait des policiers qui, de façon random, comme on dit en anglais, enfin voilà, arrêtaient des personnes dans la rue pour savoir ce qu'ils se disaient sur ces plateformes et surtout les désactiver. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces fameuses plateformes de communication très populaires, puisque avec WeChat, il ne faut pas oublier que c'est un outil de paiement au quotidien. Absolument, c'est un outil intégré. C'est-à-dire que quand on parle de plateformes chinoises ou de plateformes asiatiques, parce qu'il y a aussi des concurrents intégrés, notamment en Corée avec Naver, pour ne pas les citer, on vit l'intégralité de sa vie numérique, digitale, mais aussi sa vie pratique en ligne. C'est ça. Et c'est tout le problème de ces outils qui sont à la fois des vecteurs de la révolte, de la colère des Chinois et surtout des étudiants, qui sont évidemment très native, digital native bien sûr, mais malgré tout c'est un blocage, c'est une censure qui a lieu sur les plateformes chinoises et qui aujourd'hui les étudiants se débrouillent pour envoyer des messages différemment par notamment des VPN, on en parlera peut-être avec Damien un peu après, des alternatives finalement pour se connecter à Internet et de façon à envoyer des messages au monde entier pour dire retweetez, utilisez vos plateformes à vous aux États-Unis, auxquels nous, on n'a pas accès, pour, en fait, élargir le message et faire du bruit. Grégoire, Marion citait notamment le rôle que Twitter avait joué dans les printemps arabes. Souvenons-nous, c'était il y a une décennie, mais tout de même. Moi, je me souviens aussi que Twitter, à ce moment-là, et Google étaient devenus des ponts numériques aériens. C'était les premiers de l'histoire, justement, pour pouvoir relayer par les diasporas vivant à l'étranger la révolte des jeunes citoyens et citoyennes sur place. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir affaire à la même ampleur, au même phénomène ici, dans cette révolte chinoise ? Alors, il va falloir voir évidemment ce que ça donne, mais c'est sûr que la durée depuis laquelle des restrictions sont mises sur le Covid pèsent sur la jeunesse et que la jeunesse actuelle est beaucoup plus native que celle qui existait il y a 10 ans. Donc on parle de révolution qu'il y a 10 ans où les outils technologiques étaient moins développés et les gens étaient moins habitués. Aujourd'hui, on peut faire le parallèle avec ce qui se passe en Iran. Aujourd'hui, on a affaire à des jeunes qui sont digital native. Donc pour qui utiliser un VPN, c'est pas compliqué. Pour qui switcher d'une app à l'autre, c'est pas compliqué. Et donc, dans un régime comme la Chine, où effectivement il y a des super apps qui permettent de tout faire, eh bien, à la fois tout est centralisé et on connaît la pression que le gouvernement peut mettre sur les géants de la tech chinois, avec notamment la Jack Ma, on voit qu'il a priori il est réapparu à Tokyo, mais c'est quelqu'un qui a pu subir des grosses pressions. Donc, le gouvernement peut agir sur les patrons de la tech pour faire des restrictions sur les apps en cours. Et en même temps, dans les usages, les jeunes sont très habiles et très agiles. Ils sont capables de bouger. Et donc oui, on va sûrement avoir en tout cas un énorme décalage et qui va faire que grandir en Chine, en Iran, en Russie ou ailleurs, entre des gouvernements qui pouvaient utiliser une censure un peu top-down, par le haut, de manière un peu grossière, et des jeunes très agiles qui vont toujours réussir à trouver des moyens de communiquer.
Ouais, tu cites Jack Ma, donc on va rappeler qui est Jack Ma, c'est le patron d'Alibaba évidemment, qui avait été mis sous silence par Pékin, pour pas dire autre chose, au moment de l'introduction ou des velléités d'introduction en bourse de son groupe il y a quelques années. C'était une période avant le Covid, mais quand même on s'était demandé pendant plusieurs semaines où était passé Jack Ma, un patron très occidentalisé. On rappelle que Jack Ma était professeur d'anglais, avait donc accès à un monde occidental et se produisait sur toutes les scènes de conférences auxquelles on a toutes et tous assisté ici ou présenter certains panels. Et plus de Jack Ma pendant des semaines, on le cherchait. Il réapparaît au bout de quelques semaines, là aussi, dans une vidéo où il s'adresse à des professeurs chinois, mais on le sent beaucoup plus silencieux et finalement beaucoup plus maîtrisé peut-être par Pékin. C'est ça justement le danger, Damien ? Il avait juste critiqué le gouvernement chinois, donc conclusion, retour de bâton, on le met sous silence. C'est assez simple. Je veux dire, c'est terrible, mais c'est assez simple finalement. Il a voulu prendre des velléités d'indépendance pour expliquer qu'il fallait peut-être faire évoluer certaines choses. Ça n'a pas plu au pouvoir central. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, on parle de cette jeunesse beaucoup plus globalisée, comme le dit Grégoire, on parle aussi de cette tech chinoise qui s'ouvre aussi peut-être sur d'autres marchés. Est-ce que les patrons de la tech chinoise, Marion, concrètement, peuvent aujourd'hui montrer peut-être un peu plus les muscles face au pouvoir central de Pékin ? Ça va être compliqué, hein, comme le disait Damien, parce que Jack Ma, qui est vrai, c'est vrai, a un parcours absolument extraordinaire, totalement hors norme, avec une liberté de ton qu'il a utilisée effectivement, comme tu le disais, pendant très longtemps. Il a réveillé le capitalisme à la chinoise, c'est-à-dire la possibilité d'un rêve chinois, comme il y a eu du côté des États-Unis avec ce rêve américain. Donc, il ne faut pas oublier que même s'il a disparu, et il a disparu pour plusieurs raisons, effectivement parce qu'il grandissait trop vite du point de vue du PCC, le parti chinois, il a quand même laissé une empreinte très forte dans la tête des jeunes Chinois, qui sont aujourd'hui peut-être ceux qui se révoltent dans les universités, tout simplement parce qu'il incarne ce rêve de la réussite, du leadership, de quelqu'un qui a construit un groupe absolument énorme. Alibaba, c'est énorme, et notamment avec une filiale qui s'appelle Ant Financial, qui est sa division finance, qui a fait beaucoup, justement, d'ombre au Parti communiste chinois, puisqu'il a demandé une IPO aux États-Unis qui lui a été refusée. C'est une entreprise qui fait énormément de profit. Et Jack Ma, c'est vrai, ne va pas forcément inspirer d'autres patrons chinois, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il a été mis sous silence dans une sorte de datcha chinoise quelque part au fond de la Chine, et qu'aujourd'hui, celui qui était prêt à changer le monde envers et contre le parti, aujourd'hui n'a plus du tout un mot à dire, c'est-à-dire qu'il est clairement sous menace, lui et sa famille, bien sûr, et c'est souvent le cas, et je pense que d'autres patrons n'iront absolument pas sur ce terrain-là. Mais c'est une pratique que l'on voit. On prend l'exemple de Li Jiaqi, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais qui est un influenceur beauté donc en Chine, qui en juin 2022 a montré une image de char, un gâteau en forme de char juste avant justement l'anniversaire tragique de Tiananmen, et qui a disparu. Il a été mis pendant 3 mois, il a totalement disparu de sa chaîne, et il a été mis pareil au silence. Pareil pour Peng Shuai, qui était une joueuse de tennis, pareil, qui avait critiqué avec, notamment, qui avait parlé d'agression sexuelle, notamment de la part de ses entraîneurs. En résumé, dès qu'on sort de la norme et dans de le cadre du parti également. Dans le cadre du parti, oui, bien entendu, tout à fait. On est mis sous silence. C'est juste terrifiant. Mis sous silence, c'est terrifiant. Mais Marion, tu parlais justement de cette révolte qui notamment commence à s'emparer des universités. Ces révoltes, elles ont aussi démarré dans des usines Foxconn, Grégoire. Le producteur taïwanais, évidemment, qu'on connaît fort bien, notamment parce que la majorité de ces unités de production sont implantées en Chine tout court. J'essaie de trouver un autre terme pour définir Taïwan par rapport à la Chine, mais c'est pas grave. Est-ce que justement il peut y avoir, de ce point de vue-là, une réaction de la part notamment des constructeurs occidentaux comme Apple? On sait que la production d'iPhone 14 est mise en balance et peut-être menacée justement pour les fêtes par ces grèves dans les usines Foxconn. Est-ce que pour une fois, la révolte peut aussi être appuyée par l'extérieur? Je pense que malheureusement, c'est plutôt l'inverse, parce que quand on voit les enjeux financiers pour ces entreprises occidentales en Chine,
Ce qu'on a vu, c'est que là, Apple a déjà désactivé la fonction AirDrop, en tout cas son usage normal, permettant d'utiliser AirDrop que pendant 10 minutes dans le cadre des manifestations, sûrement pour donner des gages au gouvernement chinois. Donc je pense qu'à contrario, c'est plutôt l'inverse qui risque de se passer, c'est-à-dire que les entreprises occidentales vont, elles, peut-être penser d'avant tout à leur business et à leur intérêt commercial, parce que c'est des intérêts qui sont très importants pour eux. Et tant qu'elles n'auront pas trouvé une solution de repli, potentiellement pour produire dans d'autres pays, ce qui peut être le cas d'Apple, elles ne vont pas mettre à risque leur business. Donc je crains que malheureusement, ce ne soient pas ces entreprises-là qui soutiennent le plus les mouvements de révolte qui se passent en interne. Ça veut dire quoi, que les big tech sont encore trop chino-dépendantes, notamment pour leur production, pour pouvoir les aider à se révolter ? Mais surtout que les big tech ne sont pas là pour donner de la démocratie ou du bien, c'est que ces entreprises américaines qui veulent faire du profit, qui veulent vendre des produits. Donc on voit les valeurs qu'elles peuvent nous vendre derrière, mais ce n'est pas la réalité. Ce sont des entreprises qui veulent faire du business dans un système d'un Internet très centralisé qui correspond à l'Internet 2.0, qui repose sur des valeurs capitalistiques, où il y a la création de valeur qui est accumulée par certains. Et donc, tant que ces entreprises auront la main mise sur l'Internet mondial et qu'il n'y aura pas eu un décalage vers du Web 3 qui sera plus décentralisé, où là, elles auront peut-être moins de force et moins de pouvoir. Non, je pense que c'est absolument pas dans leur intérêt d'aider à ce genre de mouvement. Tout simplement, c'est pas leur raison d'être. Donc je ne devrais pas parler de Tiananmen 4.0, mais de Tiananmen 3.0 si je te suis. Voire 2.0. Voire 2.0 pour l'instant, Damien. Oui, comme ça vient d'être dit, effectivement, elles vont surtout ne pas prendre parti. Cependant, pour des entreprises qui présentent des valeurs très fortes, comme Apple, mais c'est pas la seule, peut-être que ce type de situation-là va certainement les obliger quand même à réfléchir. Non seulement, bien sûr, il y a l'impact économique, et quand on touche au portefeuille d'une entreprise, quelle qu'elle soit, ça fait mal, donc ça fait réfléchir, à délocaliser ailleurs. Il y a déjà des entreprises qui ont commencé à partir vers le Vietnam, par exemple. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième élément, c'est la question de l'impact. Les marques détestent, on en parlera certainement avec Twitter tout à l'heure, elles détestent on va dire, être chahutées, elles détestent pouvoir être, on va dire, mises en difficulté. Donc là, c'est un gros problème d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue éthique ou de leur image. Donc certainement que ça doit quand même réfléchir. Marion. Ouais, je dirais qu'il n'y a pas forcément de découplage aujourd'hui entre les big tech, leurs avancées, et les pouvoirs aujourd'hui en place. Rappelez-vous de Huawei quand même. Aujourd'hui, Huawei a été banni des États-Unis. Maintenant, Biden poursuit la politique de Trump en interdisant tous les objets à partir de composants chinois. Donc, je dirais quand même que la tech et les États sont quand même dans les grandes puissances, les blocs qui s'affrontent aujourd'hui, dans des accointances. On voit bien quand même. Et même Tesla va être concerné puisqu'une de sa deuxième plus grosse usine aujourd'hui se trouve en Chine. Donc Elon Musk va devoir rendre quelques comptes, probablement à Joe Biden et son administration, pour savoir ce qu'il va faire de ces gigafactories dans le monde, et particulièrement là-bas. Voilà, donc il ne faut pas oublier quand même ces liens forts entre les États et les entreprises. Sur la question aussi des contenus qui seraient aujourd'hui censurés, notamment sur les réseaux sociaux, il y en a notamment sur Twitter pour non seulement les utilisateurs et utilisatrices chinois qui utilisent Twitter, mais aussi les diasporas à l'étranger qui sont censurés. Les techniques, elles sont assez simples. On va complètement spoiler les contenus. C'est-à-dire que quand on tape aujourd'hui Beijing, Pékin, sur un réseau social, notamment sur Twitter, on tombe sur des images porno, on tombe sur des images de jeux, on tombe sur tout un tas d'images, mais certainement pas celles de ces révoltes dans les rues de Pékin. Est-ce que, justement, et ça va nous amener à la deuxième partie dans un quart de seconde, est-ce que, justement, les équipes de modération des réseaux sociaux feraient bien justement de mieux essayer de comprendre ce qui se passe justement dans ces stratégies de dissuasion numérique? Alors, quand tu parles de la modération, de quel camp on parle? Parce que, exactement, c'est un peu tout le souci. Là, les équipes de modération, je ne sais pas comment, techniquement, personne vraiment sait comment fonctionne un WeChat, par exemple, ou un Weibo. Il y a effectivement, comme tu le dis, une chose qui est très claire, c'est qu'il y a des contenus aujourd'hui qui sont censurés. On ne peut pas trouver aujourd'hui ni une image, ni même parfois un lieu simplement géolocalisé des endroits qui s'enflamment aujourd'hui dans les universités. Donc c'est dire à quel point, quand même, aujourd'hui, tout est fait pour vraiment étouffer, en fait, ces révoltes et ne surtout pas faire boule de neige. Moi, ce qui me paraît intéressant quand même, c'est... il y avait un article dans TechCrunch du mois dernier qui détaillait la sophistication du pouvoir chinois, qui, rappelons-le quand même, avec son système de crédit social, est extrêmement entraîné justement sur des procédés qui mêlent la vidéo, la surveillance, l'intelligence artificielle et donc tous ces algorithmes de surveillance de la population qui sont
probablement bien connecté avec les réseaux sociaux, puisque c'est quand même des choses qui sont de l'ordre du tracking du citoyen. Et cet article de TechCrunch aux États-Unis détaillait, bien avant le début de la révolte en Chine, détaillait la sophistication du pouvoir sur justement le suivi, pas seulement du Covid, mais de ses citoyens. J'ai du mal à penser quand même que le pouvoir ne va pas utiliser ces moyens sophistiqués pour aller plus loin encore dans la censure. Et c'est d'ailleurs pour ça, et je trouve que on l'a pas encore évoqué, que quelque part quand tout est bloqué et qu'on ne peut pas utiliser complètement les plateformes modernes, il y a cette fameuse feuille A4 que les étudiants utilisent. Tu voulais rebondir dessus. Ça, c'est un symbole absolument extraordinaire en rebond. En fait, ce qui est génial, c'est d'essayer de passer par une logique de low-tech. C'est en gros comment contourner les problèmes. S'il y a des systèmes qui permettent de reconnaître, on va dire, une ville ou un lieu, on va passer par une feuille A4 qui symboliquement représente quelque chose. Ou par exemple la fameuse équation de Friedman qui va être présentée, équation de maths. Donc a priori, ça passe les systèmes de censure. Mais en fait, Friedman, jeu de mots effectivement sur Friedman et voilà, Friedman. Et ce genre de choses-là. Il y a aussi utilisé des choses qui ne veulent, des combinaisons qui ne veulent rien dire comme bien, mais en français. Mais ce qui veut dire que c'est une manière finalement d'avoir une sorte de portée d'étendard virtuel pour rallier à une cause. Et je trouve ça assez malin et bluffant d'arriver à contourner les problèmes de censure par ce biais-là. Quand la low-tech défie justement la censure technologique, notamment de Pékin, on continuera évidemment à en parler dans l'école du futur, dans les prochains Club Actu. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Zaptech, tout de suite à suivre avec Édouard Degnaud. Oh, not again. Okay, we got this. One in front of the other. Oh. 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 Ah. Oh. Oh. Yeah, one more. And... Oh. Oh. Yes. Okay, we just... Sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Marion Moreau, experte du numérique, journaliste indépendante, de Grégoire Kopp qui nous attend à Marseille, le fondateur du cabinet GRK, justement avec ses 19 degrés dans son bureau, comme on le voit ici sur ces images, et toujours en compagnie de Damien Douany, évidemment, Damien qui a une idée derrière la tech. On y va tout de suite. Marjorie, toi qui es brillante en anglais, dans ton apprentissage justement de cette langue, quel a été le plus difficile ? J'ai envie de te dire rien parce que c'était un jeu et que j'ai démarré l'anglais à 7 ans. Ah ben voilà. Voilà, tout simplement, drop de mic. Ok, merci, c'est bon, bam, allez, c'est fini, voilà, je m'en vais, ma chronique est cramée, c'est fini. Bon, voilà. Pour les gens qui ne sont pas comme toi, donc quand on dit la majorité des gens... J'ai fait la chronique de Damien, j'en suis absolument désolée. Non mais tu as entièrement raison, tu as eu la chance d'avoir ces conditions-là. Pour la majorité des gens, ce qui est mon cas, ça n'a pas tout à fait été comme ça. Et le plus difficile pour moi, ça a été la prise de parole. Parce que l'anglais à l'écrit, ça va. Mais la prise de parole, c'est pas évident, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur de se planter, d'avoir un mauvais accent, ce qui est toujours le cas. Donc,
il y a plusieurs techniques. Soit on s'immerge dans un pays quand on est jeune, notamment quand on est étudiant. Soit on a des conversations téléphoniques avec des anglophones. Moi, à l'époque, j'avais choisi l'option un peu hardcore qui est j'ai des équipes internationales et je dois leur parler en anglais. Eh ben, il va falloir faire avec. Bravo. Mais finalement, ça passe. Mais en général, voilà, c'est assez radical, mais ça fonctionne. Oui, et on peut comprendre que ce soit un peu stressant parfois de prendre la parole comme ça en public devant la classe, surtout que la culture pédagogique française n'est pas toujours adaptée à cette prise de parole directe. Tu as entièrement raison. C'est vrai que c'est assez compliqué. On n'ose pas prendre le risque. C'est pas forcément valorisé. C'est pas très ludique aussi. Et pour ceux qui suivent cette chronique, ma chronique ici sur School TV le savent, j'adore ce qui est ludique et associer ludique avec apprentissage parce que c'est bien. En mélangeant le ludique, ça permet de décomplexer les choses. Et c'est là que j'ai découvert un truc extraordinaire, l'apprentissage de l'anglais dans un métavers. D'abord, bonne réponse. On a enfin trouvé une utilité, tu le disais tout à l'heure, au métavers. Mais surtout, ça existe vraiment? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà un métavers constitué dans lequel on peut se plonger pour l'apprentissage des langues étrangères et l'anglais en particulier? Alors oui, c'est la promesse d'un organisme dont je vous parlerai après, qui fait de l'enseignement, différents types d'enseignement, et qui a eu l'idée de s'immerger dans un métavers. Donc je vous le rappelle, il y a des métavers qui existent, on choisit une plateforme et ainsi de suite. Donc là, ils en ont choisi une et ils ont l'idée de développer ou d'adapter cette logique d'apprentissage des langues dans un environnement virtuel. Concrètement, ça marche comment? Eh bien, les apprenants sont plongés dans une représentation virtuelle assez ressemblante, on va dire, à la louche, de la ville de Londres. Bon, c'est pas tout Londres, mais on va dire on retrouve dans un environnement un peu... Une rue de Londres, en fait. Tu es en train de nous dire que finalement... Voilà. Vous êtes devant Big Ben, qui c'est bien, ça remarche justement Big Ben. Voilà, on va retrouver des lieux emblématiques de Londres, mais c'est pas non plus toute la ville de Londres. L'idée, c'est cette histoire de se plonger dans un environnement qui rappelle la ville de Londres. Et puis surtout, on va avoir des lieux comme un café, un restaurant, une salle de sport, un magasin, dans lequel on va pouvoir se connecter et échanger avec des différentes personnes qu'on va croiser et des formateurs qui vont être en ligne. Et en plus de s'évader, de changer de cadre aussi, eh bien, on va avoir des sessions qui vont être directement prévues dans la plateforme pour s'exercer à l'oral sous forme de quiz. On le voit à l'écran, comme dans un jeu télé. Et le casque virtuel, de réalité virtuelle, va être fourni par l'organisme pour pouvoir s'immerger dans l'espace dédié. Alors, on dit souvent dans l'école du futur, les contenus immersifs notamment et les contenus en réalité virtuelle permettent notamment de gagner 8% en matière d'apprentissage pour les enfants. Est-ce que là, on bénéficie des mêmes avantages pour cette méthode? Alors, je n'ai pas mesuré les 8%, ça, on n'a pas encore assez de recul. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que en mettant en pratique les acquis dans un univers immersif, justement, l'idée, c'est que ça va permettre d'abord de se concentrer. Parce qu'en fait, on n'est pas comme sur une tablette, un ordinateur, un téléphone, on n'a pas des petites notifications, des petits pop-up qui arrivent un peu de partout. On est immergé. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que très souvent, on décrit les univers virtuels, ou les univers virtuels sont décriés par le fait de se dire, vous êtes coupé du monde. Mais là, c'est intéressant. Vous êtes coupé, donc vous êtes focalisé. Vous êtes focus sur ce qui se passe et vous allez pouvoir donc faire en sorte de pouvoir échanger avec les personnes que vous allez croiser. De plus, grâce à la réalité virtuelle, eh bien, les apprenants sont représentés sous forme d'avatar, donc c'est pas vraiment vous. Donc il y a une sorte de distance. Et cette distance, à nouveau, qui est très souvent décriée dans les métavers, là, elle va permettre de distancier la peur de prendre la parole, parce que c'est pas vraiment nous. Donc par conséquent, on va pouvoir échanger et ça va enlever aussi les gestes de stress qu'on peut avoir en échangeant avec les personnes, parce qu'il y a que la voix qui va passer. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant, dernier élément, c'est qu'on rencontre des vrais gens. Ce sont des apprenants qui sont là ou des formateurs. C'est pas des intelligences artificielles. Et ils vont véritablement échanger avec nous et faire en sorte de contextualiser aussi l'échange. Si on est dans un restaurant, on va parler peut-être de la carte du menu. On va échanger comme dans la vraie vie. Et ça va permettre véritablement d'ancrer les savoirs dans un environnement certes virtuel, mais contextualisé. Et si on a envie justement de se plonger dans ce monde virtuel en anglais avec Marion, avec Grégoire, on fait comment? Eh bien donc vous allez sur le site de l'organisme qui propose ça, qui s'appelle Les Intellos. Je trouve ça assez amusant comme nom. Les Intellos, vous sélectionnez anglais VR et ensuite vous sélectionnez la formule Le Connecté. Ça coûte un peu cher, cette formation coûte qu'à 1 290 €. Oui, certes, mais en général... 1 290 €, pour combien de temps d'utilisation? Alors, c'est pour plusieurs mois. Il y a plusieurs sessions, ça dure un petit moment. C'est éligible au CPF. Avec ou sans casque, les 1 290 €? Le casque est fourni, il est prêté, effectivement, il est fourni. C'est éligible aussi au CPF. Donc, en résumé, l'innovation, c'est bien, c'est un peu cher, mais ça peut valoir la peine. Ok, vous achetez les amis ou pas, Marion? Oui, je tenterais bien pour l'expérience. Ouais, je trouve ça intéressant. Honnêtement, dans toutes les applications que j'ai pu voir de métavers, je trouve que c'est pas idiot. Enfin, c'est celle qui me paraît être le plus intéressante, on va dire, parce que justement, elle prend à rebours les défauts qu'on peut avoir en général vus dans les métavers, pour en faire une force, ou tout au moins sur le papier, se dire que c'est intéressant. Donc, après, il faut tester en vrai, mais je trouve ça assez intelligent. Je vais retourner la question à notre Marseillais préféré. 1 290 €, tu les mets plutôt dans un casque pour rentrer dans ce métavers en anglais ou dans un séjour linguistique?
Plutôt dans un séjour, je pense, à ce prix-là, ça va être compliqué pour eux d'être rentables, donc ils vont devoir vraiment baisser les prix s'ils veulent pouvoir avoir un peu de volume. Absolument, ça c'était. Voilà. Si vous voulez vraiment juste une petite leçon de marketing, demandez à Grégoire Kopp. Il a toujours une bonne idée. Nous, on va voir, tiens, qui de Elon Musk ou de Tim Cook a la bonne idée de la semaine. Elon Musk s'en va en guerre. Twitter, épisode 2048, en à peine quelques jours. C'est le club, deuxième partie, toujours avec Damien, avec Marion et avec Grégoire. Et on va pas se mentir, on n'en finit plus de compter les épisodes déclenchés par Elon Musk depuis sa prise de pouvoir chez Twitter, après le licenciement de la moitié des effectifs, la réintégration des comptes de Donald Trump, le relâchement de la modération des contenus et les accès de testostérone numérique. C'est l'énième musquerie du mois. Elon contre Tim, le nouveau CEO Twitter qui déclare la guerre à Apple. Résumé des épisodes précédents, Elon Musk, ce lundi, affirme qu'Apple a menacé de retirer Twitter de son magasin d'applications, l'App Store, et accuse la firme de Cupertino de ne pas respecter la liberté d'expression. On va d'abord essayer de voir de vérifier la première partie de ces accusations, celles qui tiennent justement à l'App Store, au magasin d'applications, et surtout on va essayer, comme toujours, de follow the money. On va essayer de comprendre quel est le business model. On se dira qui est vraiment sincère dans ses intentions. Marion, la machine à cash de Twitter sont les recettes publicitaires, si je ne m'abuse. Ah oui, normalement, oui. Et c'est bien les seuls. C'est même, je crois, oui, c'est plusieurs milliards. Donc oui, même s'ils sont quand même très déficitaires parce qu'il y a trop de monde chez Twitter, et ça, on l'a vu avec les licenciements. Oui, c'est effectivement le modèle publicitaire de Twitter, mais qui va évoluer. On l'a vu, puisque les 8 € de subscription, donc pour être certifié par Twitter, ça a démarré. Il va continuer, de toute façon, à rendre ce service, on va dire, premium, c'est-à-dire aller vers de l'abonnement, aller vers des leviers économiques, parce que Twitter ne va pas si bien que ça quand même. C'est pas non plus un modèle très pérenne. Et donc, ça inquiète beaucoup la bourse. Il ne faut pas oublier que Twitter est en bourse. Donc, il est clairement dans l'œil du viseur de pas mal d'actionnaires. Et la bourse, on le sait, peut fermer une entreprise du jour au lendemain, surtout aux États-Unis. Donc, ça va être effectivement une grosse bataille, une guerre publicitaire. C'est sûr. Le chiffre d'affaires de Twitter est dépendant à 90%, en l'occurrence, des recettes publicitaires. Est-ce que vraiment une compensation par des abonnements à 8 €, ça peut réussir à équilibrer les finances, Greg ? Non, parce qu'à nouveau, il y aura un problème de volume. Ce qui fait la force aujourd'hui de Twitter, c'est que Elon Musk s'est acheté un super jouet qui a une grosse audience. Il est en train de le détruire de l'intérieur pour le reconstruire comme il veut, pourquoi pas. Mais sur le financement, c'est la pub qui est le principal moyen. Et je crois qu'Apple, c'est 8% du chiffre d'affaires commercial en termes de pub de Twitter. Donc c'est énorme, c'est le premier annonceur. Donc il y a déjà un clash par rapport à ça. Et donc après, de là à trouver autant de gens qui paieraient, il va pouvoir avoir des verticales précises où des gens vont payer pour un certain usage, un certain accès, mais ce ne sera pas la masse. Le Washington Post précisait d'ailleurs, pour pouvoir compléter tes chiffres, qu'au premier semestre 2022, avant le rachat d'Elon Musk, Apple était le premier annonceur du réseau pour 48 millions de dollars de dépenses pour ce premier trimestre 2022. Donc c'est littéralement... Elon Musk, Damien, est en train de jouer la bourse ou la vie, là. Oui, sachant qu'il faut essayer de comprendre pourquoi il fait ça. D'abord, il n'y a que lui. On n'a aucune. C'est lui, c'est ses dires quand il dit que Apple les a menacés. Enfin, pas vrai. Admettons. Ce qui se joue derrière, tu le disais, Marion, c'est l'histoire de la mise en place d'une formule premium, on va dire, donc de Twitter, un service payant, ou partiellement payant, avec ces fameux 8 $. C'est peut-être pas ça qui va le sauver plutôt. Le voler, ça. Le voler peut-être. Le voler, tiens, c'est peut-être. En revanche, non, j'allais venir, c'est justement, je pense qu'il considère que les 30% que pourrait prendre Apple, c'est du vol, justement. Autrement dit, ça pourrait être une capacité, on le sait, pour ceux qui ne suivent pas l'histoire, 30%, c'est la dîme que prend Apple ou Google, en général, sur les transactions sur les App Store. Mais ça a toujours été le cas. C'est-à-dire qu'on ne se réveille pas. Ça m'étonne qu'Elon Musk se réveille en se disant comment ça, Apple prend 30%. Ça a toujours été les conditions d'accès sur l'App Store et le Google Store. Jusqu'à présent, tu n'avais pas de transactions sur Twitter. Toi, en tant qu'utilisateur, tu n'achetais rien. Donc, par conséquent, à part la pub, et la pub, c'était géré ailleurs. Donc, par conséquent, tu n'avais pas les 30% qui pouvaient être pris. Je prends l'exemple de Netflix. Netflix, tu ne peux pas souscrire à Netflix via l'application pour éviter justement d'avoir les 30% qui sont pris par Apple ou par Google. Donc, tu le fais sur le service web pour éviter ce problème-là. J'imagine que ce cher Elon aimerait bien que les gens souscrivent à son option via l'application. Donc, a priori, il y aurait le fait que les 30% puissent pris. Et il n'a pas envie. Donc, par conséquent, il y a bien une petite bataille qui se passe derrière ça. Les 30% sont déterrés ?
Oui, 30%. Alors, c'est vrai que c'est un modèle dominant aux États-Unis et surtout Apple, qui aujourd'hui, effectivement. Google aussi, Google oui, également. les deux sont exactement. logés à la même enseigne. On a vu plein de boîtes fermées à la suite, justement, d'un eject de ces grandes plateformes qui, finalement, monopolisent le transactionnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'Elon Musk a toujours adoré WeChat, puisque WeChat, lui, avait trouvé son modèle en intégrant du flux transactionnel directement dans l'app. C'est ce que Twitter n'a jamais fait. Le Twitter de Jack Dorsey n'a jamais en fait intégré du transactionnel dans la plateforme. Donc c'est un pivot en fait que Musk essaye de faire. C'est risqué, mais après tout, regardez comment il fait le marketing tous les jours. Et tu l'as dit, Marjorie, c'est lui le super vendeur. Mais comme il s'appelle Elon Musk et qu'effectivement, comme Grégoire disait, c'est un des plus influents au monde, il y a peut-être quand même une grande chance qu'ils réussissent ce pivot. Je ne dis pas qu'effectivement la masse de gens vont payer $8. Et d'ailleurs, moi, je ne sais pas si je les paierais, honnêtement. J'en sais rien. Mais par exemple, pour des groupes, comme le disait Grégoire, ultra spécialisés. Il faut savoir que la science aujourd'hui utilise Twitter pour mettre à jour ses recherches scientifiques et son niveau de publication. Donc, et aujourd'hui, ils ne le font que sur Twitter. Alors, il y a évidemment après toutes les plateformes comme Nature ou les grandes plateformes de publication de renom, mais ils utilisent Twitter pour se challenger entre eux et ils n'utilisent pas autre chose. Donc, c'est incontournable pour des communautés de pouvoir utiliser Twitter et donc évidemment de les monétiser. Grégoire, on le disait tout à l'heure, est-ce que le marché va longtemps goûter encore au bras de fer et à ce théâtre en fait que nous livre Elon Musk chaque jour? C'est pas tant Twitter en fait qui risque d'être mis en parallèle que les autres activités d'Elon Musk. C'est déjà en train de coûter de l'argent à Tesla notamment. Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire. Ce qui est sûr, c'est que d'abord, Elon Musk a 4 ou 5 business différents. Il est à la tête de ces business-là. Il y a plein de questions qui se posent et il est en train de faire beaucoup de choses et beaucoup d'agitation sur Twitter. Donc forcément, les gens se disent il est moins focusé sur ses autres business et donc comment est-ce que ça va avancer? Et surtout que sur Twitter, il crée un bruit qui est potentiellement négatif en termes de réputation et que ça pourrait impacter les autres. Pour revenir sur Apple et sur les 30%, ce n'est pas un nouveau procès. Le procès est en cours parce que Epic, qui est la maison mère de Fortnite, a déjà retiré Fortnite. Il y a déjà un procès qui a lieu en droit de la concurrence aux États-Unis pour déterminer si oui ou non Apple abuse de sa position dominante en faisant payer ces 30%. Il y a déjà eu une première instance qui a été rendue. Il y a un appel qui est en cours où le gouvernement américain va essayer de pousser encore plus loin que la première instance qui avait dit qu'en gros, ça allait, Apple était dans ses clous et avait le droit de faire ce qu'il faisait. Donc aujourd'hui, il y a ce fait de pouvoir payer en dehors de l'app, mais effectivement, par rapport à l'utilisateur, c'est hyper compliqué. Et là, on revient sur le sujet de la Chine. Twitter, il veut en faire quoi, Elon Musk? Il veut en faire la super app. Il l'a dit à la chinoise, une app dans laquelle vous auriez effectivement ce côté de discussion de Twitter et en même temps du paiement. Et donc là, l'enjeu est extrêmement gros. Il dépasse les 8 € par mois qu'on paierait. C'est si Twitter devient ce que Musk voudrait qu'il devienne, il y aurait tous les paiements à l'intérieur. Et là, il est hors de question pour le business model que Apple puisse saisir 30%. Ça, c'est le premier point sur ce côté-là. CQFD sur les informations, d'ailleurs, que Marion nous rappelait, sur la fascination d'Elon Musk pour WeChat. Et je pense qu'Elon Musk est en train de prendre possession de ton clavier ou de tes écouteurs parce qu'on entend beaucoup de bruit de cliquetis, justement, quand tu nous parles. Même pas. Je pense que c'est un papier, pardon. Comme quoi, le bon vieux... On n'est jamais trahi que par la technologie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout à fait. Et est-ce que, justement, Elon Musk va être trahi, lui, par la technologie ou pas? Est-ce qu'il va être trahi? La technologie de la maîtrise, il s'en amuse, il joue avec. Le problème, c'est qu'elle risque de le dépasser à certains moments, puisque on reste quand même sur des technologies qui sont mouvantes, avec des utilisateurs qui sont aussi avides de nouvelles technologies. Et quand on voit que Twitter, qui à la base était un réseau plutôt conversationnel, est en train de devenir un réseau uniquement informationnel, où on va chercher de l'information, mais le débat est tellement pollué par les trolls que le débat s'est décalé vers d'autres applications. Un débat plus cool sur Instagram, un débat plus sérieux sur LinkedIn. Mais aujourd'hui, Twitter est quelque chose qui est revenu sur quelque chose d'information pour la plupart des gens, entre guillemets, sérieux, qui ne veulent pas passer du temps à polémiquer. Et donc oui, de ce côté-là, ça pourrait être des verticales payantes, parce que si ça devient une sorte de fil AFP mondial où on peut partager de l'information et débattre entre experts, les gens vont payer pour ça. Donc là, ça pourrait coller à ce qu'il est en train de faire.
Speaking of which, en matière de conversation, l'autre point de discorde, on l'a dit dès le départ de cette partie, c'est la bataille pour la liberté d'expression. Alors, elle est à géométrie variable entre le point de vue d'Elon Musk et celui d'Apple ou de Google. On rappelle en effet, comme on le disait pour des questions financières, mais pas que tout retrait du Google Store ou de l'Apple Store, eh bien justement, peut coûter extrêmement cher à ces applications. Et puis surtout, Google et Apple peuvent bannir de ces magasins d'applications celles qui ne respecteraient pas les règles sur les contenus. De quelles règles parle-t-on exactement, Marion? Parce qu'elles sont en général assez vagues dans les conditions d'utilisation et surtout de mise en ligne sur les stores de Google et d'Apple. Ah bah déjà, c'est la souscription, entre guillemets, à ces commissionnements. Déjà, c'est la base. Vous payez 30%, point. Et ça, effectivement, c'est historique. On le sait, autant chez Google qu'Apple. Et surtout, c'est un écosystème. C'est ça que Musk, aujourd'hui, est en train de taper dans le système, comme il l'a fait d'ailleurs sur d'autres secteurs. Il veut taper sur l'écosystème fermé. L'écosystème d'Apple, effectivement, est un système totalement fermé. Celui de Google est un autre écosystème qui a aussi ses propres règles et notamment ses commissionnements. Mais en tout cas plus ouvert sur son OS parce que Android est par définition interopérable chez beaucoup de constructeurs différents, alors qu'Apple ne l'est pas pour iOS. Exactement, parce que Apple a réussi à construire l'Apple Store, ce qui est quand même aujourd'hui le magasin d'applications un des plus importants au monde. Peut-être que chez les Chinois, on va trouver d'autres. Pour autant, quand on l'enlève, par exemple, typiquement chez Huawei, lorsqu'il est supprimé, Huawei dégringole. Donc c'est la force quand même. Bien sûr. Tout en essayant de construire son propre OS. Oui, mais il galère. Donc c'est bien la preuve que la force de l'App Store. Sur Android. Oui, tout à fait. Ce qui est, à mon avis, intéressant, je ne sais pas si ça répond à la question Marjorie, mais ce qui est intéressant, c'est de revenir sur l'histoire de ces big tech qui ont réussi un pari, c'est celui d'être l'incontournable acteur pour tous les autres business. C'est-à-dire Amazon, qui devient ce magasin, qui devient lui aussi maintenant avec une diversification, on l'a vu, mais personne ne peut se passer de ce canal marketing ultra puissant. Et Apple, c'est la même chose. Et c'est ça que Musk a envie de changer. Il a envie de changer les règles. Alors, a-t-il envie de s'inspirer pour devenir lui-même le prochain Apple Store? C'est peut-être possible. On ne sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, c'est ça qu'il veut. Il veut mettre un coup de pied dans cette fourmilière de l'écosystème fermé. Et il utilise effectivement l'argument du free speech qu'il adore, mais à géométrie variable, puisque il supprime les détracteurs qui se moquent de lui, mais il continue à garder d'autres tweets. Soit en passant, il a supprimé les 2 tweets qu'il avait fait contre Tim Cook. Oui, tout à fait, contre Tim Cook. Ah, il les a supprimés. Ça a été supprimé, oui. Justement, donc plusieurs personnes se moquent de lui ouvertement. Alors c'est toujours pareil. Est-ce que c'est parce qu'il était allé trop loin? Est-ce qu'il a voulu donner un coup de pied dans la fourmilière et puis montrer qu'il revient en arrière? Toujours pareil. Il l'a fait sur le rachat Twitter après. Notamment. C'est du Musk, on ne sait rien. C'est un troll de toutes les manières. Donc, on a quand même l'impression d'assister finalement à une redite, en effet, des conditions d'abord du rachat de Twitter promis à Jack Dorsey pour 44 millions de dollars par Elon Musk. Mais Grégoire, en milliards, absolument, tu as raison. Mais Grégoire, en matière de liberté d'expression en ligne, c'est quoi? C'est celui qui dit qui est. On est toujours le censeur des autres, en l'occurrence. En tout cas, le premier qui parle va fixer le cadre de la conversation. Et donc Elon Musk, c'est ce qu'il adore faire, c'est balancer des pavés dans la mare, voir qui est éclaboussé, comment on réagit aux gouttes d'eau, et après il s'adapte. Et donc effectivement, est-ce qu'on a une réelle liberté de parole? C'est dans son cadre à lui, c'est ce qu'il essaie d'imposer, parce qu'on n'a jamais une réelle liberté. La liberté, elle s'inscrit dans un cadre qui est autour de nous. Ce cadre, on le subit, et donc elle est plus ou moins grande en fonction des régimes politiques ou des applications tech. Il y a un truc qui est intéressant, c'est quand même, pendant des années, Google était le site numéro 1 au monde où on allait chercher des choses, on était actif. On a vu que depuis quelques mois, le site numéro 1 au monde, c'est TikTok. Et TikTok, on est beaucoup plus passif à subir des images. Et quand on compare au régime politique qu'il y a derrière, le régime capitaliste a créé Google, le régime chinois qui est plus dans la surveillance a généré TikTok qui s'est étendu. Quelles sont les conséquences politiques et sociales par rapport à la liberté d'expression de ce mouvement-là? C'est un mouvement de recherche d'information dans un système capitaliste, certainement pour faire de l'argent, versus à un moment où on est plutôt sur un système TikTok où on subit du contenu plus ou moins futile. Il va y avoir des conséquences de tout ça. Dr TikTok et Mr Doin, ça justement, on consacrera une partie du Club Actu la prochaine fois justement à ce sujet qui est passionnant. Damien. Juste pour finir sur la question de est-ce qu'il pourrait éjecter, est-ce que les App Store pourraient éjecter Twitter? En général, ils font comme ils veulent. Donc, ils trouveront toujours une faille. Il y a une faille sur laquelle Twitter pourrait être rattrapé. Twitter est aujourd'hui le seul réseau social, on va dire,
ouvert ou libertaire sur notamment les questions de la pornographie. On trouve des sujets, alors pas des photos porno, mais on va dire qu'il y a des communautés plutôt orientées sexuelles, on va dire ça comme ça, ou libertines ou autres, qui sont présentes sur Twitter et qui ont leur vie tout à côté d'autres communautés, ce qui est interdit formellement sur du Facebook, du Instagram, etc. Et elles ont trouvé un lieu où s'épanouir, et si on s'y connecte pas, on les voit pas. Donc par conséquent, elles vivent leur vie. Ça, là-dessus, ça pourrait être un moyen sur lequel on pourrait venir chercher un tout petit peu Twitter, comme à l'époque Tumblr d'ailleurs. Ça pourrait être le cas. Mais il a dit quand même hier, Elon Musk, parce que maintenant on est connecté à lui. Il dit des trucs tout le temps. Donc. Il a dit que c'était sa priorité numéro 1, notamment la pédopornographie via la modération. Sauf qu'il a viré tous les modérateurs, donc effectivement, ça va être un petit souci. Et on rappelle que la lutte justement contre les messages problématiques, harcèlement, désinformation, discours haineux est aussi essentiel vis-à-vis des autorités, notamment l'Union européenne, qui impose par exemple aux plateformes de retirer rapidement ces contenus illicites, mais aussi des systèmes d'application mobile, iOS et Android, CQFD. Messieurs, dames, merci infiniment pour votre perspective, pour vos arguments, pour vos infos, pour ce Club Actu. Merci à Marion Moreau, merci à Grégoire Kopp et merci comme toujours à Damien Douany. On se retrouve dès demain pour un autre épisode de l'École du Futur.